Les vérifications sont donc faites. Bonsoir. Et ma joie est grande ce soir de vous accueillir si nombreux pour cette ultime rencontre de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent autour de notre magnifique exposition Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, vivre pour l'art. Et je profite de la présence du maître des lieux, Monsieur Pierre Berger, pour dire son mot d'introduction. Merci. Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Malheureusement, je ne peux pas rester, mais j'ai tenu à saluer Julie Boum. Je vous dirai pourquoi dans un moment. Et vous me pardonnerez d'être obligé de partir, vous allez rester à peu près un quart d'heure. Pourquoi est-ce que je veux saluer Julie Boum? Parce qu'elle est la fille de grande antiquaire, Anne-Sophie Duval, qui elle-même était la fille d'une autre antiquaire que j'ai bien connue. Et je peux dire que chez elle, Anne-Sophie Duval, nous avons, Yves Saint-Laurent et moi, acheté beaucoup de choses. Que dans beaucoup de ces objets que j'ai vendus, qu'on a appelé la vente du siècle, beaucoup venaient de chez elle. Elle avait un goût parfait qu'elle a transmis à sa fille. Et nous parlions tout à l'heure, Julie et moi, de cette époque, elle n'était pas connue, elle est trop jeune, et qui était les années 60, quand nous avons, quand je dis nous, c'est un nous très collectif, quand nous avons découvert l'art déco, et où toutes les semaines, on se disait, qu'est-ce qu'on va trouver, allons chez un tel, allons chez un tel. Et ce qui était extraordinaire, et c'est ça que nous sommes dit ensemble, c'est que pour la première fois, ça m'a fait penser à une chose, l'autre chose étant une maladie, peut-être c'est moins amusant, mais c'était pareil, je parle du sida, je vais en dire un mot. Pour la première fois, les clients en savaient autant que les antiquaires. Parce qu'ils apprenaient ensemble. Et parce que même vivaient encore des hommes et des femmes qui avaient connu ces décorateurs, qui s'étaient fait meubler par des décorateurs, alors que les antiquaires, ils arrivaient. Donc ils découvraient. Je dis le sida parce que le sida dont je m'occupe, vous savez, j'imagine, c'est aussi la première fois que les médecins et les patients ont travaillé ensemble, que les médecins et les patients ont croisé leur savoir et qu'ils n'ont pas pu rien. Les médecins n'ont pas pu cacher ou prétendre ou inventer. Ça n'était plus possible et c'est exactement ce qui s'est passé là. Donc c'est très intéressant quand la confiance est totale, quand la découverte se fait ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. C'était une époque merveilleuse. Et Yves et moi, nous avons vraiment été très heureux. Beaucoup, sa mère plus que d'autres peut-être, mais beaucoup de ces gens sont devenus des amis parce que nous avons croisé nos étonnements, nos merveilles, nos émerveillements, nos étonnements et nos découvertes. Nous avons croisé ensemble et je suis sûr que aussi heureux que nous étions, nous, de trouver un objet chez l'antiquaire, je suis sûr que l'antiquaire était follement heureux de nous vendre, et je suis sûr que ça n'était pas que pour des raisons mercantiles. Parce que nous partagions un enthousiasme, nous étions les champollions d'un art nouveau, et nous avions l'impression de faire des découvertes, et nous les avons faites. Voilà. Merci Julie d'être là, je suis très touché de votre présence. C'est pour ça que j'ai tenu à dire un petit mot. Vous me pardonnerez de partir et je vous cède la parole. Voilà. Merci, Monsieur Berger. Je vais profiter de votre présence pour vous remercier d'avoir confié l'animation des rencontres de votre fondation et vous dire combien j'étais honorée de le faire. Alors, Julie, pour vous voir dans la vraie vie, il faut pousser les portes de la galerie Anne-Sophie Duval, comme vient de le rappeler Pierre Berger, 5 quai Malaquais à Paris, une des plus réputées, en tout cas une des plus belles galeries d'art déco à Paris. Une galerie que vous dirigez donc depuis 2008, mais vous connaissez depuis toujours, puisqu'il a été fondé en 1972 par votre mère Anne-Sophie Duval. 1972, l'année de la vente de la collection d'art déco de Jacques Doucet. On ne choisit pas ses parents, les vôtres étaient donc antiquaires du côté maternel et juristes du côté paternel.
Alors je ne sais pas qui faisait la loi à la maison, mais l'art était présent, notamment en matière de décoration. Vous grandissez donc au milieu des meubles, signés Pierre Charot, Jean Dunant, Jean-Michel Franck, Jacques-Émile Ruhlmann, Armand Albert Rateau, Charlotte Perriand, bref, des artisans, des artistes, pour la plupart membres de l'Union des artistes modernes, qui n'ont pas seulement inventé des objets ou du mobilier, mais qui ont placé des questions de société au centre de leur œuvre, qui ont réfléchi à la façon de vivre dans un appartement moderne. Vous n'aviez pas besoin de savoir en quoi leur paravent, leur table, leur chaise, leur tabouret, j'en passe, étaient innovants, révolutionnaires pour leur époque. Ces meubles des années 20 étaient pour vous l'évidence, la norme. Et c'est pour cette raison que vous n'éprouvez pas le besoin de les étudier. Quand il vous a fallu choisir un métier, vous vous inscrivez en fac de droit et décrochez une maîtrise. Et vous vous ennuyez tellement en droit que vous avez besoin d'exotisme. Vous vous prenez alors de passion pour la Chine et sa culture, vous apprenez le chinois ou l'angzo et partez à la découverte de Shanghai et de Taïwan. Nous sommes en 1990, juste après les manifestations de la place Tiananmen. J'imagine que ce n'était pas la meilleure période qui soit, mais qu'à cela ne tienne, pendant 8 mois. Vous perfectionnez votre chinois, vous pratiquez les arts martiaux et vous apprenez la calligraphie, une discipline qui vous permet de faire une jolie croix sur vos études de droit. Il est temps de revenir à Paris et de repartir à zéro. Vous vous inscrivez alors en école d'architecture, celle de Paris-Villette, et cette fois-ci, vos études vous passionnent. Elles répondent à toutes vos interrogations sur les techniques et les temporalités des bâtiments et des objets. Plus vous apprenez, plus vous voulez apprendre. Vous découvrez alors d'autres cultures, d'autres techniques. Et c'est à Londres que vous allez trouver de quoi satisfaire votre appétit. Vous y resterez 11 ans, de 1997 à 2008. L'Angleterre connaît alors son grand boom financier et vous accompagnez cette dynamique florissante où l'argent coule à flot et les projets se développent à vitesse grand V. La créativité anglo-saxonne vous ravit, mais Paris vous rappelle. En avril 2008, votre mère décède et l'avenir de sa galerie est en jeu. Il est impossible alors que le travail de sa vie finisse aussi brutalement. Vous décidez donc de reprendre la galerie. Les ennuis commencent, le marché est ralenti par la crise, les antiquaires chahutés par les maisons de vente ferment boutique, les uns après les autres, mais vous aimez être à contre-courant et vous avez suffisamment de caractère pour affronter les difficultés. Bien que nombre de choses vous sont naturellement familières, votre mère vous ayant transmis beaucoup, vous affinez votre regard, notamment grâce à l'immense fonds d'archives que possède la galerie, et vous prenez du plaisir dans ce nouveau métier. La diversité des réalisations de l'art déco vous passionne. En suivant le cheminement des artistes, vous repérez leurs œuvres les plus exceptionnelles et vous les mettez en valeur. Et au fil des ans, vous êtes devenue la gardienne du temple art déco. Vous accueillez tous ces objets des années 20 avant de les transmettre, que ce soit à des musées comme le MoMA qui vient de vous acheter une table Dylan Gray, que ce soit à des particuliers, collectionneurs fortunés comme Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, chez qui nous sommes. Vous avez compris depuis longtemps, Julie Blum, que le mobilier art déco vous survivrait, les bâtiments aussi. Alors, où en êtes-vous des projets d'architecture? Beaucoup moins de projets d'architecture, la galerie me prend évidemment beaucoup de temps. Il m'arrive encore de faire quelques petits projets, parce que je ne sais pas, refuser des projets intéressants, et voilà, et je vais voir un petit peu comment les choses se profilent. Évolue. Voilà. Alors ce soir, nous allons donc parler de l'art déco dans les collections de Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, voir comment le premier a favorisé l'éclosion de toute une génération d'artistes et comment les seconds les ont rendus universels. Et vous avez souhaité commencer par Paul Iribe, qui est un des précurseurs du mouvement de l'art déco. Il a vécu de 1883 à 1935. Alors pourquoi Paul Iribe en premier? Oui, j'ai choisi Paul Iribe, qui est le seul dont l'œuvre ne figure pas dans le studio Saint-James, mais il me paraissait quand même intéressant de faire un détour par ce personnage hors norme, qui a une carrière que je vais vous raconter en quelques mots. Paul Iribe est un illustrateur, il est un enfant de la loi de la liberté d'expression, c'est un caricaturiste, extrêmement critique et acerbe parfois. Là, on a une caricature qui, finalement, dont le message reste assez universel, je pense.
c'est plus tard, c'est certains des années 30, c'est la phase Stalinski, mais on voit son style extrêmement graphique. L'histoire de Paul Éribe démarre en 1901 avec sa collaboration à différents gazettes de l'époque, l'Assiette au beurre, il fait des illustrations, et en 1907, il est le directeur de cette revue qui s'appelle Le Témoin, dans lequel il se représente comme un œil ouvert sur la société, un œil ouvert sur les arts, et il va commencer à fédérer autour de lui un certain nombre d'artistes qui vont collaborer avec lui. Je cite quelques noms: Lionel Feininger, qui sera connu pour ses gravures sur bois notamment, Jean Cocteau, Sacha Guitry, Marcel Duchamp, Juan Gris et Pierre Legrain, qui va notamment l'assister pour toute la composition et l'invention du lettrage. À côté, un peu plus tard, une autre collaboration avec Jean Cocteau pour le prélude des Nymphones. On retrouve le sens de la composition, toujours très graphique. Voilà. Plus tard, il travaille et il collabore avec un autre personnage qui ne figure pas dans les transitions, mais qui est un personnage très important, c'est Paul Poiret. Paul Poiret est donc un créateur, est un couturier, mais qui est aussi qui dessine du mobilier. Et là, Paul Éribe, on lui demande de faire un album pour illustrer les robes de Paul Éribe. Donc c'est assez narratif. Il va présenter des femmes dans leur intérieur, souvent auprès d'une fenêtre. On voit des fleurs, des roses aussi qui apparaissent. Là, on voit sur les robes, je crois, dans les cheveux des femmes. Et c'est comme ça que la complicité de Paul Éribe et de Paul Poiret commence. J'ai aussi mis la petite publicité, parce que Paul Éribe faisait aussi à l'envers une agence de publicité. Et on voit le même petit guéridon avec la guirlande de roses. Le mobilier apparaît dans ses dessins avant d'apparaître dans la réalité. Autre illustration aussi avec la femme qui tient une rose toujours à sa fenêtre, toujours très élégante avec le petit mobilier. Et là, une petite commode en galucha avec des petites poignées en bronze qui sont également des roses, des guirlandes de roses, créées pour Jacques Doucet en 1912. Donc c'est grâce à Paul Poiret que Paul Éribe commence à fabriquer, concevoir du mobilier pour Jacques Doucet. On est avant-guerre, on est en 1912. Là, le mobilier, une série de fauteuils, une des rares photos qu'on ait de la Louve du Bois, donc de l'hôtel particulier de Jacques Doucet, les dessins préparatoires pour des fauteuils curules, et on les aperçoit derrière la table de la salle à manger. Une autre série assez célèbre de fauteuils à volute, voilà, avec l'enroulement, toujours cette ligne qu'on retrouve dans son dessin et dans son dessin de mobilier. Et 1914, très étonnant, on sait que ces deux sièges qui sont aujourd'hui dans un musée en Allemagne ont maintenant un siècle, et pareil, encore le côté très graphique de Paul Éribe. Paul Éribe continue sa vie. En 1914, part aux États-Unis et décorateur, alors il va à New York, et puis après il est décorateur pour le cinéma américain. Il fait des décors de Cécile B. DeMille, le film célébrissime Les 10 Commandements. Et à côté, ça c'est son retour à Paris dans les années 20. Toujours il fait de la publicité, et là c'est une publicité pour Arpège de Jeanne Lambin. Rateau conçoit le flacon, et lui dessine, représente Jeanne Lambin et sa fille, et c'est un logo jusqu'à aujourd'hui que tout le monde connaît, si on aime bien les créations de la maison Lambin. Les années 30, alors ces deux caricatures m'ont amusé parce que c'est toujours le regard très critique de Paul Éribe sur finalement la modernité, son temps à passer. Une autre forme de mobilier apparaît, peut-être il s'agit d'une critique de Pierre Legrain, je ne sais pas. On voit ce côté très cubisant et surtout l'ennui terrible des gens qui occupent ces sièges. À cette même époque, il reste toujours un observateur de la vie politique et des mouvements qui sont en train de traverser l'Europe. Évidemment, il a compris beaucoup de choses, je pense, de ce temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est illustrateur, également décorateur. Il n'y a pas cette différence. Ça s'enchevêtre, tous ces arts. Oui, par le dessin, je pense que c'est aussi une époque où on passait beaucoup plus facilement. En tous les cas, il y avait cette volonté de pouvoir passer d'un art à l'autre. Paul Poiret dessinait des robes, était couturier, mais aussi avec du mobilier.
Voilà, rien ne semblait impossible et on pouvait passer assez facilement d'un graphique à un autre avec un message qui pouvait paraître bon. Alors Pierre Legrain, donc collaborateur d'IRIB, rencontre Doucet en 1917. Il est jeune architecte et alors c'est amusant parce que Doucet lui demande tout de suite de concevoir des reliures pour sa collection de livres. Donc grand collectionneur de livres Jacques Doucet, comme Monsieur Berger bien sûr. Et Pierre Legrain conçoit une sorte d'ex-libris qui représente un chat très graphique et cubiste qui apparaît dans un certain nombre des reliures qui ont appartenu à Doucet. Et de toute manière, Pierre Legrain se rencontre avec Paul Éribe grâce au dessin de presse. Doucet, oui, oui, le témoin. Alors, Legrain et Éribe, c'est parce que Legrain collabore au témoin. Là, j'ai choisi deux reliures de Pierre Legrain, une en métal perforé, donc c'est le côté très innovant dans l'utilisation des matériaux, thème qu'on va retrouver bien sûr dans le studio Saint James, et l'autre reliure de cercles concentriques qui sont composés les uns avec les autres. Et Pierre Legrain avait étudié aussi avec de Monet. Donc, bien sûr, tout ça, c'était des univers qui se croisaient. Voilà, et la photo suivante est intéressante. Là, je vais parler de quelques images du studio de Saint James, plus pour l'architecture que pour son contenu. Le contenu, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'il faut regarder le cadre conçu par Pierre Legrain du tableau de Picabia, où on retrouve le métal perforé, et la porte de placard en lac, avec aussi des cercles concentriques. Donc tous ces thèmes, on passe très facilement de la reliure à la décoration. Enfin, je pense que c'est assez clair. Ici, le vestibule du studio Saint James. Ce qui est très intéressant, c'est l'utilisation des matériaux. Là, il s'agit de verre argenté clouté à la fois pour les plinthes et les moulures du plafond. Le sol argenté avec, je crois que c'est du verre rouge. Et là, j'ai mis une petite photo de l'alcôve avec le Bouddha, évidemment qui fait penser à l'appartement de Saint-Laurent et Pierre Berger, dans lequel il y avait une alcôve assez différente, mais en même temps, on ne peut pas nous y penser. Toujours pour l'architecture, il s'agit là du studio, donc du studio dans sa forme classique, avec un éclairage génital, comme les galeries de l'époque étaient conçues. La partie latérale du plafond est en tôle perforée rouge, alors cette photo est en noir et blanc, donc on verra peut-être plus loin, donc un matériau très innovant. Et le dessin de la verrière, de la structure qui porte la verrière, est probablement de Miklos. En tous les cas, c'est un thème qu'on trouve en gradin comme ça dans certaines œuvres de Miklos. Ici, le cabinet oriental, c'est toujours Pierre Legrain qui conçoit le sol, qui est en ébène de Macassar, en marbre blanc, je crois, avec des petits morceaux de lapis lazuli. Les murs sont recouverts de panneaux de parchemin et la verrière, le dôme est en verre avec le cercle en lapis lazuli. Donc c'est des matériaux semi-précieux tout à fait innovants et qu'on retrouve dans la reliure et dans un certain nombre de... Voilà, le mobilier est conçu par Pierre Legrain. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité le mobilier, il est conçu avant le studio Saint James et non pas pour le studio Saint James. Donc le studio Saint James, c'est à partir des années 26. On peut se demander si Doucet n'a pas conçu finalement le studio pour accueillir son mobilier et bien évidemment sa collection de peintures modernes. Donc la plupart des pièces dont je vais parler là prédatent la construction du studio en 1926. Donc la chaise africaniste, bien sûr, c'est la collection, je pense, d'art africain de Jacques Doucet qui a dû influencer grandement Legrain dans sa conception de mobilier, pas seulement Legrain d'ailleurs, les détails des pieds, les petites sculptures sur les entretoises du siège, ce côté très cubiste. On sent une porosité, même avec la peinture cubiste qui date des années avant-guerre. Enfin, on sent qu'il y a une rencontre entre tous les arts sur cette pièce-là. Ça, c'est une pièce qui est dans l'exposition, qui est en galucha. C'est peut-être plus dans le dessin des tiroirs qui a un esprit assez cubiste, et puis la façon dont cette petite boîte à courrier en galucha, je crois jade, j'avais pris des notes là-dessus,
les matériaux précieux qu'ils utilisent. Il faut dire quand même que l'africanisme régnait en maître oui, alors ces années-là. Oui, bien sûr, la collection, je pense, non seulement de Jacques Doucet, de nombreux non passionnés par les arts primitifs à cette époque, avait influencé les peintres, bien sûr, mais là, il y a quelque chose de très amusant dans cette série de fauteuils, de tabourets curule, de Legrain, à comparer à la photo d'art tribal, où le tabouret est un siège, est un trône, est un élément d'apparat. Il faut aussi regarder le crantage du premier tabouret avec les anneaux qui était dans la collection de Saint-Laurent. Qui appartenait à Jacques Doucet, voilà, qui a appartenu à Yves Saint-Laurent. Oui, qui était dans la vente Doucet, qui appartenait et qui est aujourd'hui au musée d'Abu Dhabi. Au Louvre Abu Dhabi. Autre, toujours dans l'inspiration africaine, cette petite table basse en palissandre et ébène qui date de 1920 et qu'on voit dans le studio à un moment, on voit les sculptures, les petites sculptures sur le bas de la table basse et même sur les montants qui rappellent l'art tribal. Là, je ne sais pas pour qui ça a été conçu, c'est toujours Legrain et ça faisait partie de la collection du Waral, mais mélange de Galusha qui est plutôt oriental avec un style plutôt africaniste, donc c'est vraiment la fusion des différentes inspirations. Donc Pierre Legrain, alors il meurt très tôt, donc il n'y a pas vraiment on ne peut pas dire qu'il est une heure après Doucet, mais dans cette période des années 20, Legrain est très engagé avec d'autres créateurs et aussi d'autres clients. La première, la console avec métal perforé, était pour la Vicomtesse et le Comte de Noailles. L'autre petite console qui est en sycomore, lac d'or et ébène, qui est dans l'exposition aussi, par les pieds, montre un graphisme aussi assez radical. Voilà, c'est quelques exemples de son travail en dehors du studio Jacques Doucet. Donc il a vraiment évolué vers autre chose après Jacques Doucet. Oui, alors d'ailleurs on va le voir après, parce qu'il a aussi conçu un jardin moderniste pour Madame Tachard, qui était une de ses clientes et une amie de... on va revenir un petit peu avant. Voilà. C'est le jardin moderniste sur la droite. Donc il a travaillé pour Jean Tachard, qui était une amie Doucet, qui était aussi une créatrice de mode. Et un piano pour Pleyel qui est mythique, dont on connaît que la photo, en verre et métal, qui montre la liberté d'inspiration, l'utilisation des matériaux et puis le visionnaire et poétique aussi. Et on ne sait pas pour qui il a conçu. Si, pour Pleyel. Ah, pour Pleyel. Oui. Et à qui il a appartenu, on ne sait pas. On cherche. Oui. Juillet. Hein? Juillet. Ah, Millet. Oui. Ah, Pierre Millet? Pierre Legrain, donc aussi graphiste, conçoit le logo de l'UM en 1929. Malheureusement, il meurt cette même année. Et il avait rassemblé autour de lui un certain nombre d'artistes qui étaient... En fait, c'était la rupture avec le salon de l'époque, le salon des arts décoratifs, la LCD, et qui donc a rassemblé des artistes qui étaient engagés vers la modernité, vers la fusion des arts, vers des formes plus géométriques et puis un mobilier pour tous aussi. D'où son engagement. La photo de gauche montre une exposition qui lui rend hommage en 1930 avec la bibliothèque et la console. Je pense que celle-là est un serpent. Voilà pour le grain. Marcel Cohard est un autre créateur qui lui a une formation de dessinateur et d'architecte, qui rencontre le grain assez tôt parce que dès 1914, Jacques Doucet lui commande cette vitrine. La vitrine est en ébène de Macassar avec un petit détail de nacre sur les serrures et des consoles. Les petites consoles sont en ivoire, on ne les voit pas là, mais elles représentent un petit perroquet qui va être toute la ligne emblème de Jacques Doucet, de Marcel Cohard, le perroquet Coco qui sera aussi le motif de son estampille. Donc c'est les toutes petites consoles qui tiennent les tablettes à l'intérieur.
Elle est visible au musée des arts décoratifs. Et attendez, je crois qu'il y avait quelque chose. Oui, et ça, il y avait le bureau de Jacques Doucet avec un plateau de Python. Et voilà le fameux sofa, effectivement très spectaculaire. Influence africanisme est plus délicate dans le piétement et aussi dans toute la gravure qui représente une sorte de canage, de la gravure sur bois, les deux filets en noir, donc évidemment dans la collection Doucet, et puis maintenant on est sur le musée de Richmond aux États-Unis. Deux fauteuils toujours de Marcel Coire cubistes, alors c'est deux variations sur un thème, toujours des pieds africanisants, un motif géométrique classé lac et chêne, et sur l'autre, qui est peut-être un petit peu plus lourd de dessin, il y a du parchemin, du bois, et le tissu est intéressant parce qu'il était réalisé après un dessin de Niklos, qui était d'ailleurs un collaborateur de quand je vais en parler de Niklos un peu plus tard, mais il était un collaborateur assez proche de Lebrun. Et donc la spécificité des lignes simples, élégantes et des matières assez fragiles, précieuses, on peut le résumer ainsi. Un mélange et un contraste, je pense, des matières précieuses mais aussi des matières brutes, des lignes géométriques et aussi des formes un petit peu brutales. Je crois que ça exprime plutôt beaucoup des oppositions et des tensions entre les formes. Il a fait beaucoup de meubles, quoi. Oui, alors Coire était antiquaire également et il avait ouvert une boutique. Finalement, il n'a jamais fait le choix, lui, de la modernité. Il a toujours été un petit peu entre les deux. Son idée était de moderniser les formes classiques. Et dans sa boutique, il y avait donc du mobilier ancien, du mobilier qu'il avait conçu, lui-même qui était plutôt vers la modernité. Mais son évolution, bizarrement, montre qu'il va plutôt s'orienter vers le classicisme au fur et à mesure de sa carrière. Alors là c'est après Doucet, puisqu'il s'agit d'un projet pour Paul Cocteau, le frère de Jean Cocteau. Il réalise une villa avec, là on voit aussi des influences africaines dans cette table en chêne travaillée à la goutte, donc encore une technique inspirée de l'art africain, de la banquette et de cette petite table aussi en bois, en chêne sablé. C'est la suivante. Encore influence africaine, deux meubles totems. Le premier est un cabinet en ébène de Macassar avec du parchemin et de lapis-lazuli, on retrouve dans le sujet de Doucet. Et le petit cabinet de droite avec des tiroirs, c'est ébène de Macassar et Belson, je crois, avec des petites poignées en bois. Les montants sont sculptés et rappellent un petit peu les arts tribaux. Il ne faisait pas aussi, il ne recouvrait pas de coquilles d'œufs, certains de ces... Si, alors j'ai pas sélectionné ces là parce que ça ne me paraissait pas les créations les plus oui, il y a aussi... là, c'est plutôt le style tardif de Coire. Comme beaucoup de décorateurs des années 30, il y a un retour du néoclassicisme. Et ce motif qu'on voit apparaître dans beaucoup de décors de Grecs, géométrisé, apparaît sur un certain nombre de ce meuble. Là, il y a du parchemin sur le plateau de gauche et du piton sur sa droite. Et nous arrivons. On arrive à Hélène Gray, oui. Alors, il y a peu de femmes, effectivement, à cette époque. Hélène Gray est un personnage qui a sans doute eu la carrière la plus retentissante. Enfin, même si à son époque, elle n'a pas été si connue que ça, mais je pense qu'aujourd'hui, l'histoire de l'art la retenu comme quelqu'un de très important. Elle est un petit peu plus vieille que nous autres. C'est Michel Reynaud qui dit à son propos, parce qu'elle est morte à 98 ans, en 1976, et il dit 4 ans avant sa mort, il aimerait devenir célèbre. Oui, c'est vrai, mais à cause de l'édition. Oui, d'abord, il y a eu la vente d'Hélène Gray, il y a eu la vente Doucet, où les prix de ses œuvres ont atteint des prix records et elle s'en est beaucoup étonnée. Puis il y a eu le début des éditions d'un certain nombre de ses œuvres qu'elle a eu la chance de pouvoir superviser, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de créateurs qui ont été édités après la mort. Oui, je pense elle a enfin atteint son but, qui était de pouvoir diffuser son œuvre à large public. Et donc Jacques Doucet la découvre grâce à ses paravents. Voilà, elle a 35 ans déjà quand elle rencontre Doucet.
Donc Hélène Gray est irlandaise, elle fait partie de l'aristocratie irlandaise, elle étudie les arts, les beaux-arts à Londres, elle fréquente le milieu de Canterbury, elle a un petit goût pour les livres, elle aime bien les choses de côté. Et donc elle fait partie un peu de ce milieu symboliste, et elle arrive à Paris dans les années 1900, s'installe définitivement en 1904 ou 1905. Et a commencé à étudier la laque à Londres et surtout à perfectionner sa technique avec Sugawara, qui est un artisan japonais qui lui transmet finalement l'art de la laque, qui est une technique assez complexe et subtile, donc, dans laquelle non seulement qu'elle va maîtriser, mais sur laquelle elle va innover. C'est une artiste artisan, elle travaille elle-même, hein, c'est un peu la différence avec d'autres créateurs, même si elle aura des ateliers aussi. Là on est avec le destin, alors on est dans des motifs rouges et gris avec un petit peu de bleu, qui font un petit peu, bien sûr une référence à l'art grec, à la mythologie, un petit peu toujours énigmatique, un petit côté symboliste, mais le revers du paravent, au contraire, lui ouvre, qui est plutôt d'inspiration japonisante, montre un peu quel est l'univers poétique d'Hélène Gray qu'on va retrouver dans d'autres œuvres qui vont après la guerre. D'autres créations pour Jacques Doucet, donc Jacques Doucet lui fait quelques commandes de mobilier. La petite table à plateau circulaire 1915 avec des montants qui est sans doute inspirés de la Rinca, étonnant, sur lequel on trouve un bilboquet, on appelle la table au bilboquet. Et l'autre table au papyrus qui est en Malaquais, qui était dans le cabinet oriental qu'on voit sur la gauche. Elle a un petit peu renié par la suite le travail fait par Doucet, et c'est vrai que par rapport aux œuvres qu'elle a créées elle-même de sa propre initiative, il y a certaines différences là. On est plus dans le goût poiré avec la passementerie et les petits concours. Oui, il disait effectivement que c'est lui qui me fait ajouter de la... oui, paraît-il. Là, c'est on parlera de l'escalier créé par Jacques plus tard, mais là, c'était pour la présence de la table au chat, pareil, avec ce motif rouge et noir, inspiré sans doute des vases grecs de l'époque. Et puis une autre petite table qui est à l'exposition, la table aux hippocampes, avec des petites têtes de bélier, en fait, avec déjà, il y a un plateau en albâtre, qui est un travail très délicat de la laque, notamment de ses motifs. Donc ça, c'était... Alors, par exemple, après Doucet, elle ouvre une galerie... alors, il y a la laque, mais il y a aussi les tapis. Dès 1908, elle part en Afrique du Nord, elle va étudier les techniques de tissage berbère, elle va commencer avec son amie Evelyne Moed à créer des tapis avec des motifs géométriques, souvent. Des motifs géométriques plus proches du dos du paravent qu'on a vu tout à l'heure, dont on a une variation sur le paravent qui est derrière cette extraordinaire cette pirogue créée donc dans les années milieu des années 20. Et puis on voit les motifs géométriques de la petite tablette à côté, des poignées du bureau en laque noire qui est là. Là, il s'agit d'une commande pour Madame, d'installation d'un appartement par Madame Mathieu Lévy dans le milieu des années 20. Il m'a paru intéressant de montrer cet extraordinaire fauteuil au serpent qui a fait beaucoup parler de lui, notamment au moment de la motif Saint-Laurent, et de voir qu'il était finalement, il côtoyait ce fauteuil bibendum qui lui est déjà, on voyait qu'il était très, avait déjà un pied dans la modernité, et qui lui est inspiré du bonhomme Michelin, même s'il y a des thèmes communs, le thème de l'engouement, voilà, ces deux fauteuils sont le jour et la nuit, et pourtant de la même époque et de la même créatrice. Autour de la galerie Jean Désert, voilà, deux pièces qui étaient exposées à cette époque, ce cabinet en sycomore qui montre déjà une influence marquée par le mouvement de style Hollande, donc un style cubiste qu'elle va développer par la suite, et puis ce paravent brique qui est constitué de panneaux de laque, qui est vraiment un jeu sur la lumière et les reflets, utilisant les qualités assez exceptionnelles de la laque. Et on est en quelle année pour le paravent? Le paravent, en réalité, il y a eu plusieurs paravents, et dès le début des années 20, je crois, pour
d'achat, elle conçoit un vestibule où le motif des briques dans cette configuration-là apparaît, même s'ils sont contre un mur, et c'est plus tard qu'ils vont être désolidarisés, présentés comme objet, et qu'on verra ce jeu de montagne. Alors là, on est toujours en Leningrad, donc à la fin des années 20, elle ferme sa boutique qui ne marchait pas très bien, même s'il y avait une clientèle de gens assez raffinés. Elle se rend compte que c'est beaucoup trop de travail, et puis il y a surtout la crise de 29 qui met par terre avec beaucoup de décorateurs à cette époque. Et c'est aussi l'époque où elle rencontre Jean Badovissy, qui est le directeur de l'architecture d'aujourd'hui, une revue très engagée dans le modernisme, qui est un ami de Le Corbusier. Donc là, je pense qu'elle est très exposée à la modernité aux idées du Bauhaus, aux idées très modernistes des architectes, et bien sûr du mouvement de style. Et elle conçoit, elle dessine avec Badovissy une villa moderniste à Embrun. Je n'ai pas mis la photo, mais qui vient récemment d'être restaurée, qui est visitable maintenant. Donc elle conçoit non seulement le bâtiment et le mobilier qui va avec. Et l'un et l'autre vont ensemble, puisque bon, le mobilier là est détaché de son contexte, mais chaque pièce est vraiment créée pour l'environnement et pour son usage. Ce qui est intéressant dans ces trois pièces, c'est qu'elle pousse la notion de mobilier jusqu'à son extrême, c'est-à-dire une vraie mobilité. Sur ces trois pièces, on voit qu'il y a une poignée, que ce soit la chaise ou la table, qui permet de bouger assez facilement les petites tables. Voilà, donc ça participe à la fluidité et au mouvement de l'intérieur. Et le plateau de la console en verre. Oui, en verre est modulable. Oui, il est ajustable en hauteur. Et c'était en fait une petite table pour glisser près du lit, qui pouvait servir pour le petit déjeuner, ou pour une table d'attente, qu'on pouvait glisser sous un canapé. Et c'est cette table que vous avez vendue au MoMA. Voilà, une zone moderne qui sera visible, visible pour le public assez proche. Ouais, c'est très bien. Donc on voit effectivement son évolution quand même. Radicale. Radicale. Ah oui, je pense que c'est elle qui a fait le grand écart le plus important dans l'évolution de son style. Quelqu'un dont on voit qu'elle a toujours interrogé les techniques, était chercher dans l'usage comment on pouvait moderniser le mobilier, quelqu'un avec une bonne culture, beaucoup de curiosité. Là, j'ai mis les tapis dont je vous avais parlé parce qu'il y a quelque chose de très graphique. Elle était quand même artiste formée aux arts graphiques au départ, et c'est pas étonnant que les premières pièces sur lesquelles elle a exercé son talent soient des pièces bidimensionnelles, que ce soit les paravents et des tapis. On passe à une autre femme. Rose Adler. Alors Rose Adler, c'est une rencontre d'où c'est beaucoup plus tard. Elle est vraiment formée à la rigueur, à la différence de Pierre Legrun qui était autodidacte. Elle rencontre Jacques Doucet en 1927, qui tout de suite séduit par sa fantaisie et son inventivité, donc évidemment un certain nombre de reliures. Elle rejoint l'équipe de Jacques Doucet assez rapidement. Non seulement réaliser un certain nombre de reliures de lui, mais aussi des objets de bureau, quelques meubles très rares. On va voir la suite. Alors ça, c'est le côté... La reliure de droite est dans l'exposition. C'était juste pour montrer le côté très créatif, très libre. C'est aussi toute cette période où la reliure, c'est la reliure objet, c'est-à-dire le livre devient objet. Il y a le contenant, il y a le texte, le contenu, pardon, le texte, et puis il y a le contenant qui a un statut à part. Et Rose Adler fait partie des gens qui ont provoqué ce plus souvent. Alors voilà, la petite tablette en lac et galucha, en Catherine Galucha, avec les petites ouvertures assez subtiles sur les ailettes, les pieds télescopiques, on est dans le style art déco, donc une grande finesse de dessin dans la poignée. Elle réalise aussi beaucoup de cadres. Là, on a un exemple en tôle laquée jaune, avec une variante qu'on voit sur le numéro de Doucet,
la galerie principale. Et beaucoup de petits objets très raffinés, là, c'est des boîtes à courrier avec en modèle de macassar, avec un platon Galusha, des poignées toujours là, en jade, comme ça du bas. Donc, voilà, oui, le petit éventail qui s'appelle Vos croisés, qui est un peu plus tardif, mais que je trouve extrêmement poétique aussi. Et elle continue après la mort de Doucet. Alors c'est vraiment je dirais, c'est un peu une des héritières informelles de Doucet, parce que à la mort de Doucet, elle va vraiment se battre pour que le vœu de Doucet soit réalisé, c'est-à-dire que sa collection de livres d'histoire de l'art soit acceptée par la Bibliothèque nationale pour en faire une bibliothèque accessible aux chercheurs. Ça va être très compliqué, je crois que Mme Doucet n'avait pas l'air d'être très sûre de ce qu'elle voulait faire. Mais elle a essayé de réunir tous les amis de Jacques Doucet et elle a mené un long combat pour pouvoir défendre la mémoire de Jacques Doucet qu'elle a révélée. C'est aussi la période où elle commence son journal qui a été publié il n'y a pas très longtemps, où elle raconte un petit peu ses rencontres. Elle était amie avec beaucoup d'artistes, d'écrivains, de créateurs, notamment Pierre Charot. Là, on voit, c'est son appartement de Cardinet dans le 17e, et elle avait toujours le souci de rassembler autour d'elle ses amis pour les promouvoir, pour leur trouver des commandes. Elle était toujours extrêmement au service des autres et de cette armée-là qu'elle avait à cœur de défendre. Un grand ami de Rose Adler, Étienne Cournot. Étienne Cournot est nancéen, donc il naît au début de la fin du siècle dernier. L'école de Nancy en 1900 était très réputée. C'était aussi une école où on prônait la fusion des arts décoratifs, de la peinture, de la sculpture. Tout cet enseignement avait pour objectif un petit peu de faire que les disciplines se croisent. Donc Étienne Cournot naît dans cet univers artistique, son grand-père est un collectionneur célèbre. Et il est formé à la gravure à l'école de Nancy, très vite. Paris, et il développe une technique qui avait été oubliée un peu de tout ce qui est le verre égomisé, ou le miroir gravé. C'était une technique qui venait de l'Europe de l'Est, qui était souvent utilisée pour les icônes, et qui consistait en fait à peindre un motif à l'envers du verre. Donc on commence par le détail, et puis on monte sur le fond. On va voir quelques exemples. Technique assez innovante, et que lui, surtout, a incroyablement modernisé avec un langage pictural très contemporain. Oui, je veux bien. Alors, il rencontre Doucet en 28 à une exposition à la galerie Bernard Raspail. Je pense que Doucet a un coup de foudre assez vite, à la fois pour sa technique et son méthode graphique. Il lui commande des panneaux des portes qui vont d'ailleurs à la galerie de Doucet. Et il lui commande aussi cette table qui réalise avec Pierre Lebrun et Després. Donc avec des petits disques décorés de petits motifs qui est dans l'exposition aussi. Il y a une exposition en ce moment sur Étienne Cournot qui se tient à Nantes, elle termine bientôt, mais qui va continuer, qui va avoir lieu à Nancy, je pense, le mois prochain. Et qui était chez vous, la galerie? Oui, moi c'était plus centré sur la période des arts déco, et effectivement on avait montré certaines pièces. Autre réalisation de Cournot, et là qui rejoint la collection de livres, notamment de manuscrits d'auteurs contemporains de Doucet. Donc c'est un hommage à Mallarmé, le coup de dé, jamais un coup de dé n'a vu hasard. C'est une série de petits dessins, donc il y en a un, je crois, il y en a une autre. Voilà, Étienne Cournot est aussi resté célèbre pour sa collaboration avec Després et la série de bijoux modernistes assez extraordinaires, sans doute les plus extraordinaires en bijoux de cette époque, dont certains sont conservés au musée de l'art décoratif. Deux pièces d'Étienne Cournot, alors justement où on comprend mieux la technique du verre peint, qui consiste donc là, et son influence du surréalisme, puisque les taches apparaissent en premier sur le verre et puis le motif vient ultérieurement. Là, celui de gauche, et donc c'est sur un fond de miroir dans un socle de Jean Prouvé, qui était donc
d'études à Nancy, qui est conservé juste à côté au musée d'art moderne de la ville de Paris. Technique proche et qui, évidemment, c'est 1929, hein, tout ça, donc c'est bien la de l'époque, mais ce côté très surréaliste, cette façon de jeter la peinture sur le verre. Et là, il y a aussi une petite boule de Noël. On voit, et puis la puce d'eau qui apparaît, le motif surgit de tout ce chaos. Et voilà, l'œuvre de Gouraud de cette époque. Joseph Zaki, alors j'ai mis un petit peu à part comme artiste parce que donc il est hongrois, il étudie à Budapest les Beaux-Arts, a très vite le désir d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Il arrive à Paris en 1908, d'abord à Montparnasse, puis à La Ruche. Il est considéré comme un des grands sculpteurs du cubisme. Donc le cubisme apparaît à peu près à cette époque. Et Zaki est un des premiers à développer cette vision. Il est très géométrique dans sa sculpture, là on le voit dans son atelier. Zaki, oui, alors après, juste sa biographie, donc il continue à la collaboration avec Jacques Doucet. Il est représenté lui aussi par Lance Rosenberg et la galerie des Forts Modernes. Et sera toujours à ses preuves de quoi, parce que dans la boutique, dans le cas de Pantin, il y a toujours des pièces de Zaki. Je pense qu'il y avait une vraie amitié personnelle et artistique entre les deux hommes. Et c'est par Coire qu'il rencontre Doucet. Comment se fait la réalisation de cette escalier? C'est fort possible, mais il y avait beaucoup de liens en fait, par le cubisme, par la galerie Rosenberg. Ils ont forcément dû se croiser. Ils ont à mon avis, plusieurs occasions de se rencontrer. Alors l'escalier qui est assez spectaculaire, d'ailleurs en aluminium, matière vraiment nouvelle pour l'époque. Donc il réalise cet escalier, le pan sur une sorte de socle cubiste en aluminium, la rampe d'escalier avec les panneaux en verre gravés, là, avec la colombe ramée sur la gauche, qui tout ça, les deux plaques sont à l'exposition. Le style de Zaki dans les années 20, donc on dit oui cubiste, mais en même temps j'ai un peu pensé à Brancusi, il y a une sorte de verticalité gothique. On voit cette pièce là sur la petite table de Pierre Legrand, le mélange des styles. Et là, le pan qui rappelle celui des escaliers, là en cristal de roche, assez spectaculaire. Pareil sur un socle très brut, évident. Le lion qui faisait partie aussi qui avait été créé pour Jacques Doucet, là, on est vraiment dans un style cubiste beaucoup plus dur, enfin beaucoup plus brutal. Et là, une collaboration avec Coire, où il réalise le plateau avec un poisson, je crois, la table en parchemin. C'est une table éclairée. Oui. Le style de Zaki après-guerre s'éloigne un peu du cubisme, comme beaucoup d'artistes, un style plus classique, figuratif, qui restera peut-être intéressant. Mais oui, étonnant, hein, très souvent, on le voit avec Coire aussi, de toute façon, même beaucoup de créateurs d'art déco, comme s'il y avait eu peut-être la peur d'avoir été trop loin, ou les temps des années 30, la crise, le besoin de revenir à des choses, des valeurs peut-être complémentaires. Des questions, Mr. Wix, très ami de Zaki, ils ont étudié ensemble à Budapest. Assez tôt, en fait, collaborateur de Legrand. Je l'ai assez avant, mais ça me paraissait intéressant de faire côtoyer Zaki. Niklos, donc voilà, arrive à Paris à peu près à la même époque, en 1914, il est enrôlé volontaire et il se retrouve à Salonique, encore l'Empire byzantin à l'époque, et il voit ce fameux il découvre l'art byzantin, les icônes, les jeux de matière, l'art de l'émail, les couleurs de l'art byzantin qui vont énormément influencer son œuvre. Donc on a qui collabore avec Legrand et donc collaboration avec Doucet.
pour Doucet, pardon, la petite banquette. Qui me parle de Doucet. Sans doute, oui, c'est dans le studio. Hein, et c'est surtout dans la collection Saint-Laurent et Pierre Lagier. Et là, c'est une paire de chenets de Lyon cubisant, mais aussi orientalisant. Enfin voilà, on sent bien la variété des influences. Deux pièces absolument extraordinaires de Miklos. Alors là, il s'agit d'une paire de sculptures lumineuses en cristal de roche et bronze, qui était sur la cheminée du cabinet oriental. Et cette pièce à droite en cristal de roche, argent et émail, qui crée dès 1922, je crois, pour Jacques Doucet. Là, on revoit le fauteuil qu'on a vu plus tôt de Marcel Coire, mais parce qu'il est aussi créateur de tissus, il dessine les tissus, les tapis, celui-ci est à l'exposition et appartient à la collection du musée de l'art décoratif. D'ailleurs, avant d'arriver à Jean-Michel Franck, on a souvent dit qu'il renouvelle l'art de l'émail et de la laque. Est-ce que vous dites? Alors, la laque, je pense qu'on peut plutôt laisser ça à Hélène Gray. L'émail, c'est certain, il fait partie de ces gens avec Goulden qui ont réétudié, redécouvert un petit peu le principe de l'émail. Il y a un certain nombre de réalisations dessinées par Miklos, réalisées en émail. Miklos on touche à tout. Voilà, on voit bien qu'il s'intéresse à beaucoup de choses. Il fait des graveurs aussi, il fait des motifs géométriques. Il a dessiné des scènes de cinéma. Oui, j'ai vu ça. J'ai découvert, je ne savais pas du tout. Et le théâtre. Alors, est-ce qu'on peut dire, en effet, avant de passer à Jean-Michel Franck, que Doucet n'a pas connu, mais qui a été très important pour Yves Saint-Laurent, est-ce qu'on peut dire que Jacques Doucet, avec tous ses artistes, il les a poussés à se dépasser, à se surpasser, à l'étonner? Oui, sans doute, je pense qu'il avait beaucoup de plaisir à travailler d'abord avec une équipe de jeunes gens dans lequel il avait sans doute perçu qu'il y avait un potentiel énorme. Et je crois qu'il y avait aussi chez Doucet un grand plaisir à demander à certains artistes de faire des œuvres qui ne faisaient pas partie de leur discipline. C'est comme ça qu'il demande à Lebrun de faire des reliures, qu'il demande à Rosader de faire des meubles, de franchir ce cloisonnement traditionnel des disciplines pour arriver à une sorte d'œuvre d'art totale, où les disciplines dialoguent librement sans contrainte technique. Alors, on arrive à Jean-Michel Franck, qui, peut-être, il l'a connu ou n'a pas du tout connu Doucet? Je pense pas, je ne le crois pas. C'est étonnant d'ailleurs. C'est étonnant que leurs destins ne se soient pas croisés. J'ai vu dans le journal de Rosader que Rosader avait croisé Jean-Michel Franck, mais il n'y a pas eu de collaboration artistique. Jean-Michel Franck, c'était un milieu assez à part. Il était membre d'aucun groupe de décorateurs. Il apparaissait presque jamais dans les publications de décoration. Finalement, les reportages qu'on a sur Jean-Michel Franck, c'est souvent dans les magazines de mode. Et donc il était un petit peu... Il fréquentait plutôt des milieux artistiques, intellectuels et mondains d'ailleurs. On disait que c'est le décorateur de l'intelligentsia parisienne. Oui, je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui était très littéraire, c'est certain. Et donc naturellement, il a... les hommes se rencontrent. Là, on le voit un petit peu avec sa bande. Mais en même temps, c'est peut-être un parallèle à faire avec Jacques Doucet, il était entouré d'artistes avec lesquels il collaborait. C'était pas une œuvre isolée, il y avait quand même un échange permanent entre les artistes. Et lui, je pense que Franck était plus dans un univers poétique, plus proche du surréalisme peut-être. À cette époque, en tous les cas, là, on voit sur la photo avec Giacometti, Rigoletto, Béra, Rodo Kanaki qui est moins célèbre, et surtout Alberto Giacometti. C'est la boutique de Jean-Michel Franck. De réalisation d'Alberto Giacometti, Jean-Michel Franck. Là, on voit bien l'univers surréaliste qui évoque le film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête, qui sort de lui. Et toujours ce raffinement,
est très, très pur. Alors oui, alors Jean-Michel Franck, l'univers, c'est vraiment un univers de forme et de matière. On va peut-être le voir dans les photos qui vont suivre. Mais il y a des ponts, il y a beaucoup de ponts entre l'univers de Doucet et l'univers de Franck, mais c'est un peu des lignes parallèles qui se sont croisées finalement. Un des ponts importants, c'est bien sûr l'utilisation de matière. Là, on retrouve le parchemin, les panneaux de parchemin sur les murs. Là, c'est l'utilisation d'un matériau qui est le mica pour cette petite table basse. L'influence chinoise, archaïque chinoise dans cette lampe qui était inspirée des oreillers chinois qu'on peut voir chez Cernucci à côté. Donc, vous voulez non, le vase à cordes de Giacometti qui est très poétique aussi. Et archaïque à sa façon, étrusque. Là, c'était pour montrer l'univers des matières. Alors, la différence peut-être chez Franck, c'est qu'il est assez puriste dans ses formes. Il ne cherche pas à cubiser, inventer des formes nouvelles, je crois qu'il cherche plutôt à épurer les formes anciennes. Donc, il y a toujours cette présence de la mémoire des formes passées pour avoir quelque chose de beaucoup plus épuré, comme si le temps les avait un petit peu anoblis, simplifiés. Et donc là, l'utilisation de la marqueterie paille, qui est une influence chinoise notamment, la marqueterie mica dont on a parlé, l'influence africanisante dans les pieds de cette table basse. D'ailleurs, je me suis posé la question en préparant ce document. Je pense que les tables basses apparaissent avec Jean-Michel Franck. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui les a créées ou lui qui s'est inspiré, mais c'est aussi un mode de vie de ces salons. Donc, on va voir une photo un peu plus. Ah oui, on a toujours l'utilisation du parchemin. On voit bien dans ces pièces-là, je les ai choisies, parce que c'est un seul matériau. C'est vraiment presque comme un couturier. Il enrobe ces pièces. C'est peut-être aussi pour ça que Franck avait tellement d'intérêt, de curiosité pour le travail de Jean-Michel. Je finis sur cette photo parce que, alors ça c'est un des premiers chantiers de Jean-Michel Franck, peut-être un des plus célèbres, le salon du vicomte et de la vicomtesse de Nouvelle Place des États-Unis, donc, qui très vite, dont tout Paris parle, l'utilisation des panneaux de parchemin pour les murs, la marqueterie de paille sur des meubles, un style je pense qu'il y a une petite table en guélucha sur le côté, donc il y a quelques objets posés, et ça c'est l'univers de Franck, c'est toujours en enlevé, épuré, on pourrait dire qu'il est près minimalisme d'une certaine façon, je ne sais pas si ça veut dire la même chose, mais en tous les cas il est plutôt dans une esthétique, on a pu dire, du renoncement et d'aller vers la simplicité. Quelques années plus tard, le même salon de Nuailles, et là on retrouve quand même les motifs du collectionneur, c'est-à-dire on met des tableaux, on en met partout, à plusieurs hauteurs, on met sur les portes, on met des objets, on en pose un petit peu, sur toutes les surfaces horizontales, on peut poser des objets, les livres qui s'entassent, et là je pense que quand on voit cette photo, on pense immédiatement bien sûr au salon de Pierre Berger, là je me suis... Oui, il y a notamment cette phrase d'Yves Saint-Laurent, quand il a découvert le fumoir en tendu de parchemin des Noailles au début des années 70, il parlera du grand fumoir comme la 8e merveille du monde, tellement il était intrigué. Oui, c'est le mélange des styles, je pense la sensation des matières qui devait créer une atmosphère très particulière, qui pouvait accueillir toute forme d'art, qu'elle soit ancienne ou moderne. Alors je vais terminer sur cette anecdote que j'ai retrouvée en travaillant sur Jean-Michel Franck. Alors apparemment en 1924, il avait fait l'acquisition d'un appartement au 7 rue de Verneuil, dans un hôtel particulier du 18e, mais à l'étage noble. Il fait décaper les lambris d'origine pour les laisser brutes, tout en réduisant le mobilier au strict minimum. Et il y a Cocteau qui vient visiter l'appartement rénové et il lui dit: ah oui, charmant jeune homme, dommage que les voleurs lui aient tout pris. Bon, on va passer aux questions de la salle, parce que je vois que l'heure tourne et qu'il est 20h. Dites-nous tout.
s'il n'y a pas de questions, je peux continuer à poser sur... Oui, allez-y, madame. Puisqu'on est sur le particulier des Noailles, qui aujourd'hui appartient à la maison de papa. Voilà, loué par la... Exposé. Voilà, 11 place des États-Unis. Qui est devenu le mobilier de toutes les merveilles qui est à l'intérieur. Alors, je crois que le salon a été conservé, c'est Stark, hein, je crois, qui a refait la caméra. Je crois que tout est toujours en état, ça a simplement été redécoré avec, je ne sais plus ce qu'il y a mis, du tissu, je crois. Ouais, qui a été enveloppé. Oui, oui. Et ben, le mobilier, je pense qu'il est toujours dans la famille. Pas d'autres questions? Alors moi, je vais vous demander, par exemple, comment se porte le marché de l'art déco aujourd'hui. Alors effectivement, les prix atteignent des sommets. On a vu lors de la vente de Pierre Berger et Saint-Laurent, les fauteuils d'Ivan Gray, le mobilier Jean-Michel Franck. Est-ce que c'est en continuel hausse? Oh non, ça, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Non, en fait, je pense alors je suis arrivée, il n'y a pas tellement longtemps, mais j'ai quand même vu un peu son évolution. Ça a été très difficile, bon et douloureux, pour la génération de ma mère, de marchands qui cherchaient des choses. Mais c'était en continuelle progression jusqu'aux années 2000-2005. Une des grandes difficultés, c'est qu'on a une période très courte. Il n'y a pas eu tant que ça, c'est pas inépuisable, mais une production limitée dans le temps. Donc les choses sont connues, c'est de plus en plus difficile de trouver des choses. Les maisons de vente s'y sont intéressées depuis longtemps, mais beaucoup plus depuis quelques années. Donc avec Internet, c'est beaucoup plus fluide. C'est plus difficile pour les marchands de trouver des pièces, de pouvoir, originales en tous les cas. Donc les choses ont tendance à retourner. Maintenant, on passe par la collection d'origine, des collectionneurs intermédiaires et le marché actuel, dans la génération de la qualité. Et les prix sont, pour les pièces exceptionnelles, ça sera toujours des prix importants. Pour les pièces moins exceptionnelles, on peut avoir peut-être des déceptions, c'est certain. Quand vous dites important, c'est des centaines de milliers d'euros. Pour des pièces uniques, oui, des pièces de Raton, oui, facilement, des pièces mythiques de Jean-Michel Franck, oui, aussi, bien sûr, des pièces qui sont passées en vente, qui appartenaient à Doucet. La provenance est très importante. Bien sûr, on a la documentation, la provenance, c'est des pièces exceptionnelles et qui sont tout à fait représentatives d'une période précise. Donc, oui, ça n'a pas de prix. Est-ce que beaucoup de ce mobilier est parti aux États-Unis? Beaucoup. Parce que La question était, est-ce que beaucoup de ce mobilier est parti aux États-Unis? Oui, c'est ça. Oui, beaucoup parce que les Américains adorent l'art déco, surtout à New York. Quand on va à New York, on se rend compte que New York est une ville art déco. C'est vraiment sa période, son âge d'or, c'est les années 30. Et c'est intéressant que les Américains qui ont les moyens et du goût et de la culture viennent vers la France comme un peu le berceau de l'origine artistique de la société new-yorkaise. Mais il y a toujours eu des ponts, puisque les villes étaient aux États-Unis, puis il y avait beaucoup d'artistes français qui étaient aux États-Unis. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait un débat inter. C'est une hypothèse, oui. Est-ce que dans leur école, oui. il y a aussi des échanges? Mais toute cette période est nourrie des découvertes, qu'elles soient archéologiques ou même des civilisations nouvelles. On le voit, cette volonté de s'inspirer et de s'ouvrir au monde qu'on découvre avec fascination, etc. Donc oui, je ne suis pas étonnée que inspire les créateurs. Et le lien entre Doucet et Yves Saint-Laurent, parce qu'effectivement, beaucoup disent Doucet a favorisé l'éclosion de ces artistes, et Yves Saint-Laurent, qu'a-t-il fait? Alors, l'histoire de Doucet est un peu triste parce que finalement, une fois qu'il a construit son studio et rassemblé tout son mobilier, il meurt en 29. Tout ça disparaît, Madame Doucet
Doucet s'y intéressait pas beaucoup. Je crois que c'est entassé dans un garde-meuble pendant 1972, donc très longtemps. Et puis finalement, il a fallu attendre Doucet pour que ça soit découvert par la génération des marchands. Et après cette période d'oubli, il y a quand même une génération qui apparaît, et grâce à laquelle on peut aujourd'hui mieux connaître et apprécier tout ce travail de Jacques Doucet. Jacques Doucet disait j'ai fait la collection de mon grand-père, parce que vous connaissez une visite, de mon grand-père, de mon père, de mon fils et de mon petit-fils. Parce qu'il a toutes les séries de collections qu'il a pu faire, et d'une certaine façon, Saint-Laurent, c'est un peu le petit-fils de Jacques Doucet. C'est une transmission en réalité. Bon, Saint-Laurent était beaucoup plus jeune, c'est pas quelque chose de tardif. Mais on le sent vraiment comme un des héritiers pour moi de Jacques Doucet. Et puis il était créateur, peut-être quand même plus créateur que Jacques Doucet. Et je peux imaginer que c'est représenter une inspiration aussi pour lui de vivre avec tout ça de Jacques Doucet. Alors on sait qu'Yves Saint-Laurent était un grand rêveur. Est-ce que Doucet l'était également? Est-ce que c'était un point commun entre les deux? J'aurais plutôt comparé Jacques Doucet à M. Pierre Berger, qui peut-être, je ne pense pas que Doucet soit très rêveur, même s'il y avait une partie rêveur, mais je pense qu'il avait le goût de la culture, une énorme curiosité, un intérêt pour la jeunesse. Voilà, c'est comme ça que moi je vois Pierre Berger. J'aurais plus comparé peut-être évidemment à une personnalité comme Jean-Pierre Franck, qui un peu dans le rêve, dans la présence des choses, qui est là, mais qui a une perception un petit peu énigmatique des choses. Et la place des femmes aussi, c'est-à-dire quand les garçons, on a l'impression qu'Hélène Gray et Rosa Adler étaient un peu garçons. Un peu pionnières, elles ont eu la chance d'arriver, pour Hélène Gray, c'est moins vrai, mais dans cette période, après la guerre de 14, où les femmes avaient une place dans la société, donc elles n'étaient pas nombreuses à se créer une place dans la création. Alors les garçons, oui, c'est certain, ça aussi on les a oubliés un petit peu, mais grâce à Saint-Laurent, on les a redécouvertes. Toutes ces conquêtes, c'est toujours un peu en Nancy, il s'est passé plein de choses dans les années 30, puis il y a eu une période un peu d'oubli, et grâce à toute cette période des années 70 et à Saint-Laurent notamment, on a refait revivre tout ça. Et le smoking était là pour l'accentuer. Oui. C'est terminé. On conclut. Attendez, j'ai besoin de vous dire beaucoup de choses. Alors, avant d'applaudir Julie Blum, vous rappelez que vous avez encore jusqu'au 14 février pour revoir notre exposition, la conseiller à vos amis. Et je ne pourrai pas terminer cette ultime conférence sans quelques remerciements. Je l'ai déjà dit à M. Berger, qui m'a permis pendant 3 ans d'animer la rencontre de sa fondation, et je l'en remercie. Toute ma reconnaissance va également, je l'ai vu pointer, il est là, Philippe Munier, directeur général de la fondation. Philippe, pour votre soutien indéfectible, votre présence constante à toutes ces rencontres, ça m'a beaucoup touchée. Il est là également ce soir. Olivier Flaviano, qui fait partie de la direction de cette fondation, témoin de mes balbutiements. Olivier, à la fondation, et ton exigence, je voulais te dire, et tes remarques pertinentes m'ont été d'une très grande aide. Je n'oublie pas Simon Fréchard à la communication pour son efficacité et sa zen attitude. Il n'a pas pu être là ce soir, et j'ai une pensée amicale et particulièrement émue pour Laetitia Roux, sans qui cette aventure n'aurait pas vu le jour. Voilà, et je ne vous oublie pas, vous, chers amis de la Fondation, qui êtes là ce soir. Vous avez assuré le succès de ces rencontres par votre présence et vos questions, ce soir un peu rares, mais elles ont été souvent très pertinentes et qui ont contribué à rendre nos discussions si vivantes. Merci à vous, et une grande ovation pour Julie Blum. Merci.